Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Laurent Gbagbo attendu le 17 juin en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. Le gouvernement dit prendre acte de cette annonce. Ce retour est très attendu par les partisans de l'ancien président ivoirien depuis son acquittement définitif fin mars de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Montée de tension à la frontière entre le Tchad et la Centrafrique depuis dimanche. Le ministère tchadien des Affaires étrangères accuse les forces armées centrafricaines d'avoir attaqué de manière préméditée et planifiée un poste avancé de l'armée tchadienne, attaque qui a coûté la vie à 6 de ses soldats. Au sommaire toujours, le Tchad face à l'impact du bouleversement climatique, mais les projets destinés à lutter contre le phénomène restent peu financés. C'est ainsi qu'intervient la Banque mondiale qui apporte son soutien à un projet d'appui au développement local et d'adaptation au changement climatique. Et je vous présente les invités qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Monsieur Jean-François Akandi-Kombe, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes. Bonsoir, vous êtes éditorialiste. Sur ce plateau également, Makaïla Guebla, bonsoir. Bonsoir Zara, merci de m'avoir invité. Bonsoir, merci à vous d'avoir répondu présent. On va tout de suite passer à l'actualité. Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin, annonce faite par le parti de l'ancien chef d'État ivoirien. Un retour dans les prochains jours, donc attendu suite à son acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la CPI. Retour après 10 ans d'absence. Après quelques heures de polémique depuis l'annonce de ce retour, le gouvernement qui a dit ne pas avoir été associé au choix de la date dit prendre acte de celle-ci. Voilà donc pour la situation qui est posée. Le gouvernement et le RHDP, le parti au pouvoir, veulent ce retour plutôt discret, plutôt sobre, afin d'éviter d'éventuels débordements, ce qui est fort probable. Le FPI, lui, souhaite un retour populaire et triomphal. La grande question, Jean-François Akandi-Kombe, c'est donc la forme que doit prendre ce retour. En tout cas, c'est au cœur des tractations qui se jouent actuellement en coulisses. Jean-François. C'est une question de détail, Zara, mais c'est une question fondamentale. D'abord, je me réjouis que Laurent Gbagbo puisse rejoindre sa terre, la terre de ses ancêtres, parce qu'il n'a rien à faire, que ce soit à La Haye, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Il a vocation à être sur sa terre comme nous tous. Nous avons vocation à être sur nos terres. Et ceci, maintenant, sur les conditions de son retour, j'ai entendu tout à l'heure et j'ai lu aussi que le gouvernement et le RHDP étaient surpris de cette annonce et souhaiteraient que ce retour prenne des formes particulières. Laurent Gbagbo, en tant que citoyen de Côte d'Ivoire, n'a pas nécessairement à demander l'autorisation des autorités pour pouvoir venir tel jour ou tel jour. Il est possible, il est souhaitable qu'il puisse y avoir un minimum de contact et d'organisation, mais on ne peut pas imposer à un ancien chef d'État, dans les conditions qui est resté loin de son pays, dans les conditions que nous connaissons, on ne peut pas lui demander de retourner en catimini dans son pays sans que les populations qui ont lutté pour sa libération et qui, en plus, vont déterminer le lendemain, peut-être que nous aurons à parler des lendemains, qui vont le suivre dans ce lendemain, que ces population-là puisse l'accueillir. À mon avis, et j'en terminerai par là, il appartient au gouvernement de Côte d'Ivoire, compte tenu de prendre toutes les dispositions utiles, selon la décision que prendra Laurent Gbagbo, soit un retour discret, soit un retour avec accueil populaire. C'est le rôle du gouvernement que de prendre les mesures à la fois pour assurer sa propre sécurité, assurer l'ordre public naturellement, et faire en sorte que ce retour soit un marqueur fort et un marqueur positif. Makaïla Guebla. Moi, je pense qu'il faut d'abord revenir en arrière. Vous savez, Laurent Gbagbo, qui a été acquitté en mars dernier, par la Cour pénale internationale, après avoir été détenu pendant 10 ans, doit rentrer chez lui. Ce que nous avons observé depuis un certain temps, c'est qu'il y a eu tergiversation du côté d'Abidjan, qui n'a pas voulu lui donner son passeport d'abord. Et Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président de Côte d'Ivoire qui a duré pendant 10 ans.
le faire rentrer au pays, au Bercail, dans des conditions assez timides, discrètes, n'est pas du tout vraiment favorable. Et c'est pourquoi la mobilisation populaire de ces partisans se justifie. Et ils souhaitent que cet accueil soit triomphal, populaire. Et je comprends aussi les craintes d'Alassane Ouattara. Je crains également la crainte de Mamadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, qui a souhaité, mais même en prenant acte, ils ont souhaité que Laurent Gbagbo puisse rentrer discrètement. Or, si Laurent Gbagbo rentre de manière populaire, ça veut dire que ça va tester son niveau de popularité politique. Donc, visiblement a une popularité qui est restée intacte malgré ces 10 années d'absence. Tout à fait, la popularité est intacte. En plus, ça s'est renforcé avec son acquittement auprès de la Cour pénale internationale. Donc je pense que la crainte du côté pouvoir se justifie. Mais comme l'a dit Jean-François, c'est que quelqu'un comme Laurent Gbagbo doit rentrer chez lui, chez soi, et qu'il puisse vraiment vivre et même assumer certainement des postes à responsabilité politique. Maintenant, la garantie qui lui a été donnée par Alassane Ouattara, qui avait déjà déclaré que Laurent Gbagbo est libre de rentrer chez soi à tout moment. Maintenant, si les ministres ivoiriens de réconciliation nationale et Mamadou Koulibaly ne s'accordent pas, c'est un problème. Donc c'est ça le point de discorde qui a été relevé. Et ce matin, on était un peu rassurés en disant que les autorités ivoiriennes prennent acte du retour de Laurent Gbagbo, mais nous souhaitons que ces retours soient effectifs, et cela puisse quand même garantir l'apaisement et surtout le retour à la paix dans ce pays-là. Jean-François Kandji-Combé, donc le gouvernement dit prendre acte, mais on n'a pas plus de précision sur le dispositif réel qui va être mis en place. Et par ailleurs, on a toujours cette volonté réitérée par le gouvernement qui veut un retour discret. Maintenant, la question, c'est de savoir aussi qu'est-ce que le gouvernement appelle discret également. Alors, le dispositif que vous évoquez, de mon point de vue, doit être à la hauteur de l'événement. Et être à la hauteur de l'événement, c'est être à la hauteur de deux choses, à mon avis. C'est d'être à la hauteur du personnage, de la personnalité qui est en train de rentrer. Nous savons tous, et ça a été évoqué tout à l'heure par Makaïla, Laurent Gbagbo, c'est un ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il a été devant la Cour pénale internationale. C'est une personnalité politique, mais c'est un symbole aussi. C'est un symbole fort, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Et la deuxième chose dont il convient, à mon avis, de tenir compte, c'est regarder en avant quel est le futur. Le retour de Laurent Gbagbo doit être le marqueur d'un départ, et Makaïla a évoqué tout à l'heure l'intervention du ministre de la Réconciliation nationale, et c'est cette perspective-là que Laurent Gbagbo, le retour de Laurent Gbagbo, de mon point de vue, va incarner. Il s'agit, dès lors que Laurent Gbagbo est sur le territoire, et d'ailleurs M. Blé Goudé s'est exprimé aussi dans le même sens, le mot d'ordre de l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est réconcilier les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas inscrire ce dispositif-là dans le cadre d'une problématique de confrontation, de méfiance, etc. Il faut prendre la mesure de l'événement et que le dispositif qui sera mis en place soit à la hauteur de cela, c'est-à-dire soit le point de départ d'un processus de réunion de toutes les énergies de Côte d'Ivoire. Alors moi, je pense, pour ajouter les dispositifs, de mon point de vue, je souhaiterais que les dispositifs soient sécuritaires, parce que c'est pas n'importe qui. Laurent Gbagbo est un ancien président qui doit quand même bénéficier d'une sécurité effective. Deuxième dispositif, à ma connaissance, c'est aussi le dispositif judiciaire, parce que vous savez, il y avait une association ivoirienne qui, sous prétexte que Laurent Gbagbo, sur l'affaire de Bessao, continue à accuser Laurent Gbagbo, réclame une poursuite judiciaire à l'encontre de l'ancien président, alors qu'il fallait qu'il bénéficie d'une certaine d'une impunité à Abidjan. Et d'autres garanties, prise en charge, garanties financières, etc., qui puissent quand même permettre à Laurent Gbagbo, qui après 10 ans de détention à la coopération, de se reconstituer, reconstituer sa vie politique, sa vie humaine. Je pense qu'il est temps que les autorités ivoiriennes prennent en charge cette question pour éviter à ce que la Côte d'Ivoire ne retombe encore dans une situation aussi tragique comme celle des années 2000. Alors Zahra, je voudrais dire rajouter un mot bref, si vous voulez bien, sur le point judiciaire. Sur le dispositif judiciaire qui vient d'être évoqué par Makaïla, je pense que ce sera un point central des discussions sur la réconciliation nationale, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a eu les procédures devant la Cour pénale internationale, mais il y a des procédures sur les mêmes événements devant les juridictions pénales ivoiriennes. Et donc, il y a un certain nombre d'Ivoiriens qui étaient des lieutenants ou
ou des proches de Laurent Gbagbo qui sont devant les tribunaux. Cette question-là devra être mise sur la table également, sachant qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un dispositif judiciaire comme dans tout pays, mais que nous avons aussi une institution de justice transitionnelle, commission vérité, réconciliation, etc., etc. Il faut arbitrer entre tout ça et mettre ça sur la table, sachant qu'il y a un point qui reste un point de kyste. On ne peut pas combattre. La crise de Côte d'Ivoire n'était pas une crise unilatérale. On a deux camps. Et dans les deux camps, il y a eu des crimes. Et par conséquent, c'est pour ça que je le dis avec gravité, parce que ce retour-là est un retour qui est un défi pour tout le monde. Laurent Gbagbo, depuis qu'il a été acquitté définitivement, s'est tenu dans une position de sagesse considérable. Il n'a dit aucun mot qui pouvait allumer le feu en Côte d'Ivoire. Et donc il faut poursuivre cela et prendre acte de cela, essayer de le prolonger de la part du gouvernement. J'ajouterais au niveau de la sagesse, c'est grâce à cette sagesse qui a prévalu que Laurent Gbagbo a fait preuve, qui a permis effectivement une élection apaisée en Côte d'Ivoire, permettant à Alassane Ouattara d'être réélu. Et donc, je pense qu'il faut que les autorités ivoiriennes prennent en considération, intègrent dans les analyses et sous dans ces dispositifs, effectivement, la question de permettre à Laurent Gbagbo de rentrer, et que son souhait, c'est de rentrer dans son pays d'origine, de retrouver les siens, sa famille, ses militants, et de pouvoir vivre dignement dans son pays d'origine. Et voir en sorte qu'il oublie un peu ces 10 années de galères, de vicissitudes qu'il a traversées à la Cour pénale internationale. Alors, sur le plan judiciaire, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ancien président, Laurent Gbagbo, est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison. Voilà, il a été jugé il y a quelque temps par contumace par la justice ivoirienne dans l'affaire dite de la casse de la BCEAO. Est-ce qu'il y a des garanties qui permettent de penser que ces poursuites pourraient être levées? À ma connaissance, ce matin, dans le cadre de ces négociations, le porte-parole du parti de Laurent Gbagbo avait évoqué que les négociations sont en cours avec les partis gouvernementaux. Donc on espère qu'effectivement les questions de la BCEAO qui, comme tu disais tout à l'heure, focalisent ou bien crispent les relations actuellement en Côte d'Ivoire puissent être levées et que ça puisse permettre effectivement aux deux parties d'avancer sur cette question. Sans cela, je pense que le président Alassane Ouattara doit en être conscient, au même titre que le gouvernement ivoirien puisse quand même lever cette question qui est quand même l'aspect de fixation entre les partis. Donc un abandon probable, mais ça n'a pas encore été acté. Jean-François Condé. Sur ce point-là, moi, je reste assez perplexe. Bien sûr qu'il y a un principe en droit qui, formulé en latin, c'est ne bis in idem, on ne peut pas être jugé deux fois et condamné deux fois pour les mêmes faits. C'est ça. Bien sûr, les juristes sont assez malins pour pouvoir essayer de contourner la règle en disant que ce ne sont pas les mêmes faits. Et ce ne sont pas les mêmes accusations. Mais il faudrait s'assurer que cette procédure n'est pas purement et simplement une procédure de contournement, comme je le dis, c'est-à-dire qu'on a trouvé un prétexte pour pouvoir le poursuivre, parce qu'on savait très bien qu'on ne pouvait pas le poursuivre en Côte d'Ivoire à nouveau pour les faits de la crise. Maintenant, je pense qu'il faut être mesuré, il faut savoir raison garder. Nous avons un personnage, une personnalité qui a été poursuivie pour les crimes les plus graves et pour des morts, et dont il est sorti libre, acquitté. Il ne faudrait pas que par d'autres procédures latérales, où les militaires diraient que c'est un des effets collatéraux, que par des procédures collatérales, on vienne freiner ou faire obstacle au processus de réconciliation qui doit avoir lieu en Côte d'Ivoire. Maintenant, les affaires de justice, j'ai toujours pour principe de ne pas y mêler mon sel tant qu'elles sont en cours. Mais j'ajouterais que quand vous parlez des aspects juridiques, etc., je rappelle que Laurent Gbagbo est défendu par des éminents avocats. Je pense à Maître Emmanuel Altit et Abiba Touré, que je connais très bien, des gens qui sont capables effectivement d'élever cette question dans le cadre de ces négociations pour permettre à Laurent Gbagbo de rentrer avec beaucoup de garanties judiciaires. S'il n'y a pas ces garanties judiciaires, je pense que le retour fixé le 10 juin risquerait effectivement d'être compromis. Et c'est pourquoi nous ne souhaitons pas que ces retours soient compromis. Il faut absolument de profiter de ces débats, de lancer cet appel effectivement aux autorités ivoiriennes de prendre de savoir raison garder et faire en sorte que cette question qui a vieilli aujourd'hui de 20 ans puisse quand même être évacuée et permettre à Laurent Gbagbo d'avoir une petite sérénité
et qu'il puisse rentrer dans son pays d'origine. Laurent Gbagbo, donc attendu le 17 juin prochain, se pose désormais la question de son avenir politique, Jean-François Kandji-Combé. Tout est possible, tout est ouvert. Bien sûr, il y a un cadre constitutionnel et un cadre légal en Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre constitutionnel, il y a plusieurs données qui peuvent déterminer l'avenir d'un homme politique. Il y a l'âge, je crois que c'est une donnée de la Constitution ivoirienne. Mais j'ai tendance à considérer, enfin moi personnellement, je me dis que nous sommes quand même dans une situation inédite. Laurent Gbagbo, la Constitution n'avait pas prévu qu'un homme politique qui est destiné à se présenter puisse en être empêché pendant autant de temps, plus d'une décennie, en étant retenu alors qu'il n'était coupable de rien. Et donc, vous savez, il y a chez les juristes la question des prescriptions. Vous savez, on dit, bon, tel acte va interrompre la prescription et, bon, il faudrait réfléchir, il faudrait faire preuve d'intelligence pour faire en sorte que ce soit possible. Si Laurent Gbagbo décide demain de ne pas se présenter à la présidence de la République, c'est son choix. Mais s'il a envie de venir à nouveau être au service de la nation ivoirienne, il faut que ce soit possible. Il y a des préalables, je pense qu'il y aura des préalables juridiques et constitutionnels, mais ces préalables juridiques et constitutionnels ne doivent pas être des obstacles. C'est d'abord dans les discussions politiques et dans l'aménagement politique de l'environnement que tout cela dépendra. Je crois que d'abord, quand il va rentrer, il faudrait qu'il va retrouver sa famille. C'est notre envie, l'envie d'un être humain normal. Il va retrouver son parti, qui a besoin de se réorganiser d'une certaine manière. Et puis ensuite, il va retrouver les siens politiques et il dira probablement assez rapidement qu'est-ce qu'il envisage pour l'avenir et à quelles conditions cela peut se passer. Alors on va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Deuxième partie de l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Nous sommes toujours avec Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, et Jean-François Kandji-Combé, éditorialiste d'Africa 24. Place au grand angle. Montée de tension entre le Tchad et la Centrafrique, tension née de l'accrochage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à un poste frontière dimanche. Le Tchad accuse l'armée centrafricaine d'avoir enlevé et exécuté 5 de ses soldats. Une attaque qualifiée par N'Djamena de crime de guerre. Alors ce mardi soir, les deux parties ont signé un communiqué conjoint dans lequel la Centrafrique reconnaît l'attaque en territoire tchadien. Mais sur le terrain, des échanges de tirs entre les deux armées auraient été observés ce mercredi matin et le Tchad continuerait d'acheminer des renforts militaires dans cette zone. Corinne Camden. Le Tchad et la Centrafrique ont appelé les Nations Unies et l'Union africaine à enquêter sur un incident à un poste frontière au cours duquel au moins 6 soldats tchadiens ont été tués par les troupes centrafricaines, a indiqué mardi 1er juin un communiqué conjoint. L'incident menace d'aggraver les tensions entre les deux pays depuis que le Tchad a participé aux efforts africains pour stabiliser la Centrafrique en 2013, qui a été secouée par les insurrections rebelles depuis lors. Les deux parties ont reconnu la gravité de la situation et soulignent l'urgence de clarifier les circonstances dans lesquelles cette attaque a été menée, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères du Tchad et de la Centrafrique dans un communiqué. Alors, depuis l'attaque, donc, le gouvernement tchadien achemine des renforts vers la zone frontière avec la Centrafrique, officiellement pour sécuriser la frontière. Jean-François Kandji-Combé, est-ce qu'une escalade peut encore être évitée entre les deux pays? Zahra, la première chose que j'ai envie de dire dans cette situation, c'est d'abord de dire qu'il y a eu des morts, de part et d'autre. Au Tchad et en République centrafricaine, et nous devons nous incliner devant la mémoire, leur mémoire, et j'adresse mes condoléances bien sûr aux familles qui sont en deuil. Et puis, vous parlez d'escalade, moi je note pour m'en réjouir et souhaiter que ça continue, qu'il y a
des signes d'apaisement aussi. Il y a des signes d'escalade, il y a des signes d'apaisement de la situation. En particulier, vous avez évoqué tout à l'heure un communiqué conjoint qui est né d'une réunion entre des ministres centrafricains et des ministres, des représentants de l'État tchadien. Il faut souhaiter que ce chemin de l'apaisement soit poursuivi. Mais vous avez raison, cela ne suffit probablement pas. En tous les cas, du point de vue qui est le nôtre, celui des citoyens, c'est de dire plus jamais ça. Parce qu'il ne faut pas cantonner cette affaire à une affaire tchado-centrafricaine. Il y a des signes qui peuvent avoir une répercussion dans toute la sous-région. Il se trouve que la République centrafricaine est un État enclavé qui partage des frontières qui sont perméables depuis longtemps du fait de la stratégie des groupes armés avec le Soudan, avec la République démocratique du Congo, avec la République du Congo et avec le Cameroun. Et donc, le signe, ce qui se passe à la frontière avec le Tchad, peut être ressenti par les autres, qui sont des frontaliers. Et donc, pour le plus jamais ça, de mon point de vue, et je serai bref sur ce point, c'est deux choses, à mon avis. C'est d'abord savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé très précisément. Et de ce point de vue-là, je pense c'était bienvenu d'avoir mis en place une commission d'enquête internationale pour pouvoir établir les faits, pour que ces faits soient indiscutables. Mais avant cela, il y a déjà quelques éléments qui résultent du communiqué conjoint que vous avez évoqué tout à l'heure, et qui sont des éléments, d'abord qu'il y a des groupes armés qui traversent la frontière de part en part et qui vont se réfugier comme sur une base arrière au Tchad. Ça, c'est un premier élément et c'est un premier point de problème. Le deuxième, c'est qu'il y a des troupes centrafricaines, des forces armées centrafricaines qui sont entrées dans le territoire tchadien, et ceci a été reconnu. La troisième chose que je note dans ce communiqué conjoint, c'est que le gouvernement centrafricain se dit surpris, ce qui veut dire que l'ordre n'est pas venu du chef des armées, du chef suprême des armées, qui est le président de la République, mais qu'il est venu d'ailleurs, donc il faut établir cela. Et puis, dans tout cela, il faut prendre conscience de la gravité aussi de ce qui s'est passé. Parce que autant avoir ou entretenir, sans réaction des rebelles sur son territoire, cela pose problème. Mais violer l'intégrité territoriale d'un État, cela pose problème également. Et en droit international, c'est simple, on le qualifie d'acte d'agression. Et l'agression, c'est un crime qui est passible de la justice pénale internationale, de la même manière que les crimes de guerre que vous avez évoqués tout à l'heure. Donc prendre vraiment la mesure de l'événement. Et la deuxième chose, pour qu'il n'y ait plus jamais ça, c'est que chacun assume ses responsabilités. Moi, je suis centrafricain, donc je m'adresse évidemment aux autorités centrafricaines en particulier. Un gouvernement ne peut pas se permettre simplement d'être étonné qu'il y ait eu un acte aussi grave sans prendre des mesures. Par ailleurs, pour les personnes qui sont à l'origine de cet acte d'agression grave. Et ces personnes, c'est peut-être les FACA, c'est possible. Le chef suprême des armées, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le président Touadéra, mais les FACA, il était allé également avec d'autres personnes qui sont les Russes de la compagnie Wagner. Et de ce point de vue-là, là aussi, c'est une question. Le président de la République reste, en tout état de cause, le garant de l'exécution de nos accords avec l'étranger et le garant de ce que nous entreprenons à l'extérieur. Je ne veux pas aller plus loin. Nous sommes dans une période d'apaisement et j'appelle cet apaisement de tous mes voeux, mais j'appelle aussi à ce que, avant même, sans même que cette commission d'enquête puisse établir les faits, les autorités centrafricaines, pour ce qui me concerne, savent ce qui s'est passé et des mesures doivent être prises. Makaila Gebla. Moi, je pense que c'est Jean-François évoquait des situations quand même assez inquiétantes. D'un coup, il a évoqué la responsabilité du fait que le Tchad qui abrite, selon lequel beaucoup de soupçons sur le Tchad qui abrite des rebelles centrafricains depuis toujours. Et de l'autre côté, le fait que l'armée centrafricaine fasse une incursion sur le territoire tchadien, affronte des militaires tchadiens, inquiète également. Donc des crimes qui relèvent des compétences des juridictions internationales, tout à fait, je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à une situation extrêmement grave. Vous savez, depuis 2013, le Tchad abrite plusieurs personnes réfugiées au Tchad, donc des centrafricains. Et à cela s'ajoute la porosité des frontières entre Tchad et Centrafrique et aussi des communautés de part et d'autre. On trouve autant des gens d'origine tchadienne qui sont devenus centrafricains et des Tchadiens, des gens d'origine centrafricaine qui sont des Tchadiens et qui se trouvent dans ces pays. Donc, en principe, je pense que la raison devrait prévaloir entre les deux États. Sauf que ce qui s'est passé
le dimanche est incompréhensible de notre point de vue. Parce qu'on savait très bien que du côté de N'Djamena, N'Djamena est inquiet du fait que la Centrafrique, Bangui, soit soutenue, épaulée par des militaires russes. Ça inquiète énormément Bangui. Donc toujours cette société paramilitaire Wagner. Ça inquiète Bangui et ça inquiète N'Djamena et ça inquiète également les partenaires du Tchad. Je ne vais pas citer, certainement que vous connaissez. Donc la présence russe dans ces pays inquiète énormément certains partenaires du Tchad. Maintenant, c'est qu'il y a eu des morts d'hommes, des soldats tchadiens sont morts. Donc une commission, heureusement, tout à l'heure tu parlais d'escalade, donc heureusement il y a un communiqué de presse est venu apaiser, il y a une délégation centrafricaine qui est venue en N'Djamena, mais je n'ai pas aimé le ton du ministre des Affaires étrangères du Tchad et même le ministre de la Communication du Tchad qui ont tenu des propos quand même qui ne sont pas de nature à apaiser la tension. Parce que d'un côté, ils se sont dit que le Tchad n'est pas un pays qui pourrait être attaqué et qui est resté de manière passive. Donc ça, c'est une réaction qu'il faut d'abord relever et qu'il faut d'abord condamner. Donc, autant, dès le départ... Makela, peut-être une question sur les autorités tchadiennes. Est-ce qu'on n'a pas un problème entre le ministère des Affaires étrangères et du côté le gouvernement lui-même? Parce qu'on a quand même des déclarations contradictoires. D'un côté, on a le ministère des Affaires étrangères qui salue l'initiative justement de la création de cette commission. Oui. Et de l'autre, le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de nécessité de lancer une enquête. Justement, tu relèves un point. Il faut une cohérence gouvernementale. On a l'impression que le porte-parole du gouvernement tchadien et de l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères, ont dit des choses tout à fait différentes, ce qui amène à soulever plus d'inquiétude dans l'approche et la recherche de solutions dans ces conflits, dans ce conflit qui vient de naître. Heureusement que le Tchad, tout comme la Centrafrique, ont appelé la communauté internationale à les aider à désamorcer cette crise. Donc nous pensons qu'effectivement les deux parties prenantes puissent quand même arriver à harmoniser leur point de vue et à faire en sorte qu'il y ait une solution pacifique. Sans cela, je pense qu'il y a déjà un lourd soupçon qui pèse autant du côté de N'Djamena, qui abrite des rebelles. Vous savez, Nourdine Adam, Abakar Saboun, etc., des leaders de la rébellion centrafricaine sont fréquemment aperçus, vus en N'Djamena. Et donc ça inquiète forcément Bangui. Et récemment, quand Déby était décédé, on a vu le président Todera venir à N'Djamena. Il n'a pas duré, il a assisté juste aux obsèques. Il est rentré précipitamment à Bangui. Donc ça montre effectivement les climats assez suspects entre N'Djamena et Bangui. Il faut absolument que les deux parties et les deux États puissent quand même harmoniser leur point de vue pour éviter à ce qu'on arrive à des situations extrêmes. Jean-François, moi, je reviens quand même sur un élément de ce communiqué conjoint qui est la surprise de mon gouvernement, du gouvernement de la République centrafricaine. Et donc, j'ose interpréter ce qui s'est passé, non pas comme un acte délibéré conçu au sommet de l'État centrafricain contre un peuple ami, un territoire ami et frère qu'est le Tchad, mais comme une opération qui a des motivations et des ressorts qui doivent être reconnus à Bangui. Et c'est contre ces ressorts qu'il faut frapper, à mon avis. Et puis, à partir de maintenant, la voie de l'apaisement doit être amplifiée. C'est vrai qu'il y a des déclarations un peu divergentes, mais moi, ce à quoi je veux me tenir et me tenir arrimé solidement, c'est la déclaration conjointe et la mise en place de cette commission d'enquête. À partir de là, et ce n'est qu'un premier pas, à partir de là, je pense que les deux pays frères doivent discuter plus avant. Ça aurait dû être fait déjà depuis longtemps, de mon point de vue. Nous sommes, la République centrafricaine, un pays en conflit depuis longtemps. Et ce conflit est un conflit qui a des répercussions au plan régional. On essaye de mettre en place les dispositifs qui sont nécessaires pour un règlement pacifique et pour qu'il n'y ait pas d'incident. Cela s'appelle notamment, il y a une commission mixte qui existe entre le Tchad et la République centrafricaine pour examiner les questions sécuritaires autour de la frontière qui s'est réunie la dernière fois en 2019. 2019, nous sommes aujourd'hui en 2021. Pourquoi ne s'est-elle pas réunie plus souvent que cela? Maintenant, il y a des outils des relations internationales qui sont des outils ordinaires, tels que des accords d'extradition, des accords de poursuite, des accords pour la poursuite de criminels, d'un côté comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre de la frontière, comme des accords de coopération policière pour les enquêtes qui peuvent être menées d'un côté ou de l'autre de la frontière, ou des accords, je dirais même, de coopération de défense. Ce sont des choses qui auraient dû être faites déjà. Si ça avait été fait, je pense que nous aurions évité cet incident-là, mais il n'est jamais trop tard. Il faut que demain, les mesures soient prises. Et ces mesures-là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se dire que la commission
d'enquête internationale suffit pour quoi que ce soit. Le rôle d'une commission d'enquête internationale, c'est d'établir simplement des faits objectifs. Après ces faits objectifs, il y a des décisions qui doivent être prises. Et ces décisions devront être prises, et le plus tôt est le mieux. Et je pense même qu'un certain nombre de décisions doivent être prises avant même les conclusions de cette commission d'enquête. Makala Gebla. Tout à fait, Zara. Il faut relever ici qu'entre 2008, 2009 jusqu'à 2010, entre le Tchad, la Centrafrique et le Soudan, il y avait une force mixte qui était là pour éviter effectivement des tensions comme ça entre la frontière, parce qu'il y avait des rebelles tchadiens qui se trouvaient déjà au Soudan, et de même que des rebelles soudanais qui se trouvaient à la fois et en Centrafrique et au Tchad. Et donc une commission tripartite, Tchad-Soudan, chaque pays avait amené un groupe de militaires pour sécuriser la frontière. Il est temps que le Tchad et la Centrafrique, et même là, les affrontements ont eu lieu avec la frontière, avec le Cameroun. Il faut que les trois États puissent réfléchir à comment avoir des forces tripartites qui puissent quand même sécuriser le long de la frontière commune. Sans cela, je pense que déjà un lourd soupçon pèse sur le Tchad. Donc, du coup, il est temps que les Tchadiens et les Centrafricains, et même au niveau de la sous-région, il faut mobiliser la CEMAC. Quand tu parlais maintenant des instruments juridiques internationaux, il faut activer la CEMAC pour qu'elle puisse quand même jouer sa partition dans les cas d'accalmie et surtout d'apaisement. Et l'ensemble de ce dispositif-là ne peut être conçu qu'entre les peuples frères de Centrafrique, du Cameroun et du Tchad. C'est-à-dire entre leurs forces armées régulières. La République centrafricaine ne peut pas imposer aux autres États ses propres accords avec un groupe qui est un groupement privé de mercenaires. On ne peut pas l'imposer dans le cadre des plans de sécurisation régionale. Donc, ce sont des décisions importantes et graves qui doivent être prises à Bangui, à N'Djamena sans doute, et à Yaoundé. Le problème de la Centrafrique, depuis toujours, c'est que c'est un pays considéré comme le ventre mou de la sous-région. Et au regard de son passé militaire, c'est-à-dire de coups d'État, de renversement des situations, vous savez, en 2003, Patrice a été renversé par Bozizé, qui était appuyé par N'Djamena. En 2013, Bozizé a été renversé par la Seleka, appuyé par N'Djamena. Donc moi, je pense que je comprends et je partage l'analyse qu'a fait Jean-François tout à l'heure par rapport à l'ingérence effectivement des pays voisins, à l'implication des pays voisins que tu souhaitais. Il est temps aussi que... il y a cela, mais je voudrais rester sur ma ligne, qui est une ligne positive de résolution pacifique de ces conflits et d'établissement entre nos pays de relations qui sont des relations véritablement de pays frères. Et moi, c'est vers cette positivité que je me tourne. C'est pas simplement... Il y a les ingérences du passé. Nous ne les oublions pas. Mais pour tracer l'avenir, à mon avis, il faudrait mettre en place, justement, considérer que la République centrafricaine peut être un facteur de stabilisation sous-régionale et qu'il y va de l'intérêt de l'ensemble de la sous-région de coopérer à ce que les frontières centrafricaines soient sûres, parce que le jeu aujourd'hui des éléments de déstabilisation, et c'est déjà depuis longtemps, des éléments de déstabilisation de nos pays, c'est un jeu à travers les frontières, parce qu'ils savent très bien que nous n'arrivons pas jusqu'à maintenant entre pays à nous entendre pour pouvoir bloquer ces jeux de déstabilisation. Absolument. La déstabilisation en elle-même pose problème en termes de stabilité sous-régionale, d'équilibre régional dans ces pays-là. Il est temps, je suis d'accord avec toi, que de part et d'autre, les gens doivent s'impliquer, et il faut aussi pas oublier le passé, Jean-François. Je ne l'oublie pas. Zara, je ne l'oublie pas. Un passé assez lointain. La Centrafrique n'a jamais été inquiétée par aucune agression ou une tentative d'agression venant des pays voisins, ni du Tchad ni du Cameroun. Ces dernières années, les 10 dernières années ont montré effectivement l'ingérence assez massive. Mais je ne défends pas la Centrafrique, je ne défends pas non plus. Donc je n'accuse pas non plus le Tchad. Donc ces dernières années, on a observé l'ingérence militaire diplomatique d'un pays qui est le Tchad. Donc ça nous inquiète énormément, nous, en tant qu'il évoquait tout à l'heure Jean-François, qui est centrafricain, il va du côté des Bangui, et nous voyons nous aussi du côté du Tchad pour que cette situation ne se répète pas, pour que les Tchadiens et les Centrafricains qui ont toujours vécu en harmonie puissent quand même retrouver la sérénité, la cohésion, je dirais, entre les deux États, et qu'ils puissent quand même
avancer, aller de l'avant. En ce sens-là, je pense qu'il est inquiétant au regard de ces escalades verbales, au regard de cette tension. Heureusement, le communiqué est venu apaiser la tension, mais sans cela, je pense qu'il y aura risque de débordement et ça va être fâcheux. Vous avez vu tout à l'heure des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur même de la Centrafrique et à l'intérieur même du Tchad, ça inquiète effectivement et ça amène les efforts de la communauté internationale à s'impliquer davantage. On continue d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite. Merci. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en compagnie de Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, et de Jean-François Akanji-Kombe, éditorialiste d'Africa 24. Juste avant la pause, nous parlions de cette montée de tension entre le Tchad et la République centrafricaine, Jean-François Akanji-Kombe, et vous vouliez parler des conséquences de cette tension sur les populations. Oui, je voulais rappeler quand même qu'un des points de vue les plus importants, c'est le point de vue des populations. Et il faut tenir compte du fait que dans ces deux pays, nous avons des échanges depuis fort longtemps, depuis très longtemps, même avant la colonisation d'ailleurs. On ne va pas y revenir, mais ce sont des peuples qui sont des peuples frères, qui partagent beaucoup de choses. Et ce sont des éléments qui doivent être capitalisés, dont il faut tenir compte aujourd'hui pour permettre d'avancer positivement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, nous nous sommes focalisés sur les gouvernements pour appeler à la responsabilité, mais il faut être conscient aussi du fait que le centrafricain, le citoyen centrafricain et le citoyen tchadien, ils reçoivent les informations sur ce qui s'est passé. Et il y a aujourd'hui des relents, comment dire, pas des relents, il y a une fibre patriotique qui est en train d'être agitée, pas au niveau des gouvernements, pas au niveau des administrations, mais au niveau des populations. Et d'où la nécessité de tenir ce discours d'apaisement. Et d'un apaisement qui soit un apaisement sur des solutions, des solutions durables et des solutions équitables. Sur des solutions équitables. Et il est important aujourd'hui, pour stopper justement ces sentiments parfois de va-t-en-guerre qui ne vient pas seulement des gouvernements, il vient aussi de certaines parties des populations. Pour stopper cela, il faut agir rapidement. Et c'est la raison pour laquelle j'appelais tout à l'heure à des mesures urgentes. Moi, je pense qu'effectivement, l'air est plutôt à l'apaisement entre les deux. Comme tu disais, Jean-François Akanji-Kombe, son nom dit qu'il a une origine tchadienne, certainement. Donc, je pense qu'il... Je ne crois pas, mais ça ne m'aurait pas déplu, mais je ne crois pas. Voilà, j'imagine qu'il est temps que les deux communautés puissent quand même vivre ensemble sans hostilité. Parce que le Tchad accueille plusieurs réfugiés sur son sol. Et il est temps aussi que la communauté internationale et sous-régionale s'implique pour apaiser la tension. Une diplomatie apaisée afin d'éviter l'escalade. Merci à tous les deux. On va tout de suite passer au Zoom. Merci. Déficit de pluviométrie et épisodes de grande sécheresse. Il y a aussi ces épisodes de pluie diluvienne provoquant des inondations dévastatrices. La région sahélienne subit de plein fouet les effets du changement climatique, une situation qui a de lourdes conséquences sur les populations et la raréfaction des ressources en eau menace les moyens d'existence. C'est le cas au Tchad où le réchauffement climatique continue de déstabiliser des régions entières, raison pour laquelle la Banque mondiale annonce un nouvel appui financier à Ménédji. Au Tchad, le projet d'appui au développement local et d'adaptation au changement climatique, prévu d'octobre 2020 à octobre 2025, a bénéficié d'un financement d'environ 30 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Il vise l'amélioration de la gestion des ressources naturelles et la mise à disposition des moyens de subsistance aux populations dans les zones vulnérables au changement climatique situées au nord et à l'est du pays. Le secteur privé est un secteur qui regorge d'énormes moyens financiers qui peut nous aider à amorcer la lutte contre les changements climatiques. Déjà,
Il faut dire que nous avons besoin d'une véritable stratégie de dialogue, d'inclusion des acteurs du secteur privé à l'initiative FESCI. C'est l'initiative Faciliter le climat des investissements qui a été créée en 2008 à Tanzanie. Plus de 70 000 personnes, dont 50% de femmes, sont confrontées à un faible accès aux services de l'eau, une faible résilience de la population et un taux de chômage très élevé. Les activités du projet vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des groupements vulnérables autour de la réserve de faune de Wadi Rimé et Wadi Hachim, l'aménagement de 500 hectares en site de production agricole intégré, le renforcement de capacités des communautés ainsi que l'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Il faut dire que cela passe notamment par la révision des réformes législatives, les réformes fiscales, l'amélioration du cahier des charges de nos entreprises et surtout l'assainissement du milieu, l'environnement des investissements. Et cela nous permet de mettre en place un cadre propice et approprié aux investissements. Ce projet de conservation et de développement local dans et autour de la réserve de faune de Wadi Rimé, Wadi Hachim au Tchad concentre de nombreux enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Il requiert d'importants besoins en investissement et d'innovation pour renforcer la résilience des populations et des écosystèmes en voie de disparition. Alors dans cette région, plus globalement et plus qu'ailleurs, les catastrophes naturelles dégradent les ressources. Makaila Gebla, quelle est l'ampleur de la situation et quelles conséquences directes sur les populations? Alors, vous savez, depuis plusieurs années, le Tchad est confronté à ce qu'on appelle la désertification et l'assèchement effectivement du lac. Et les villes qui ont été citées tout à l'heure se trouvent plutôt à l'est qu'à l'ouest. Donc, c'est les villes à frontière avec le Soudan. Donc, Wadi Rimé et Wadi Hachim. Donc, c'est des zones qui sont certes confrontées à ces difficultés climatiques depuis longtemps. Le problème, c'est que moi, ma crainte avec ces investissements de la Banque mondiale, c'est que s'ils aboutissent à des réalisations conséquentes au profit de ces populations locales, nous nous réjouissons. La difficulté principale, c'est que ces investissements que la Banque mondiale accorde à des États comme le nôtre, mais qui puissent atterrir à des poches de personnalités politiques ou bien à des divisions politiques, à des fins politiques. Donc vous craignez la corruption finalement? La corruption, la mauvaise gestion, la non-application, la non-réalisation effectivement de ces objectifs et l'absence totale d'un cadre légal qui puisse gérer cela. Et est-ce que ces financements puissent aboutir à ces populations concernées qui sont confrontées par ces difficultés? Vous savez, vous avez évoqué tout à l'heure les déficits pluviométriques, c'était permanent dans ces régions-là. La difficulté de l'eau, le puits le plus proche dans une région du Tchad, ça a peut-être 40 km et les gens partent à dos d'âne. Donc c'est une situation, il faut absolument d'abord trouver un cadre légal, des voies de communication, etc. Et tant qu'on n'a pas garanti ces conditions, je pense que ces populations ne pourront pas bénéficier. Donc il faut que la Banque mondiale, qui a été déjà une des parties prenantes dans l'accord de l'exploitation du pétrole tchadien et qui a vu cet accord voler en 2005-2006, je pense que la Banque mondiale ne peut pas jeter de l'argent par la fenêtre. Il est temps que la communauté internationale et surtout les établissements financiers internationaux réfléchissent quand ils mettent de l'argent quelque part. Jean-François ? Alors, le financement de la Banque mondiale, pour moi, c'est d'abord une bonne nouvelle, dans son principe. Bon, dans son principe. Je n'aborderai pas le même terrain que Makaila. Je vais compléter en disant simplement que j'espère que ce financement-là correspond à des projets qui ne sont pas seulement des projets locaux, parce qu'on connaît la source de la difficulté, les problèmes de pluviométrie, l'avancée du désert. Et aujourd'hui, je pense que face au désert, c'est une bataille d'une autre ampleur qui mérite d'être menée avec éventuellement le concours, voire même nécessairement le concours d'un certain nombre d'États voisins. Et on en revient à la République centrafricaine, puisque il y a sur la table depuis fort longtemps un projet notamment de réalimentation du lac Tchad à partir du fleuve Ubangui. Simplement, il est souhaitable qu'on aille vers ce type de grand projet, mais à la condition quand même que toutes les parties prenantes soient autour de la table et soient autour de la table à égalité. Il se trouve que, par exemple, la République centrafricaine, dont le fleuve
devait réalimenter le lac Tchad, s'est trouvé invité, mais simplement invité dans une organisation qui était une organisation de pays sahéliens. Nous ne sommes pas un pays du Sahel, donc nous n'avons rien à voir là-bas, et on ne peut pas venir simplement en tant qu'invité. Puis par ailleurs, l'Ubangui n'appartient pas qu'à la République centrafricaine, c'est un fleuve qui fait frontière entre nous et le Congo démocratique et le Congo, la République du Congo, donc c'est un patrimoine commun. Et donc il faudrait pouvoir s'asseoir autour d'une table, tous ensemble, et je pense que des voies et moyens peuvent être trouvés avec le concours d'un certain nombre de pays de la région, et on en revient au financement de la Banque mondiale. Bien sûr qu'il faut financer des petits projets locaux qui permettent d'assurer la subsistance, mais il faut aussi financer des changements structurels pour l'avenir qui garantissent pour les générations à venir qu'ils pourront avoir les moyens de vivre, les moyens de cultiver, les moyens de faire paître leurs bœufs, parce que c'est un pays qui est quand même un pays d'élevage assez massivement, etc. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Makala Gebla. Justement, en fait, quand tu parlais de l'Ubangui Chari, c'est que la connexion avec le Tchad, c'est aussi le CILS, hein, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, qui a quand même, voilà. C'est le Sahel, précisément. Voilà. Et donc la Centrafrique s'est retrouvée. Donc effectivement, le Sahel, Zahra, est confronté depuis ces dernières années à des difficultés énormes hein, qui devraient mobiliser, effectivement, pour résoudre ces difficultés, mobiliser l'intervention, sinon l'implication massive de la communauté internationale, que ce soit tant au niveau financier qu'au niveau technique, au niveau, je dirais même, financier. Maintenant, c'est que la réalisation est quand même pose problématique dans des pays où il y a une incertitude. Vous savez, le Tchad sort récemment les retraits de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ainsi que de la Banque mondiale, de la BAD, et du contexte politique à l'intérieur. Et subitement, un mois après, on donne 30 milliards au Tchad pour financer. C'est à saluer. Sauf qu'on a affaire à des gens qui peuvent, en termes de gestion, ne sont pas réputés par une gestion saine des ressources qui sont allouées par ces institutions financières. Et d'où, effectivement, la population risquerait. Avant de venir dans ces plateaux, j'ai appelé le Tchad des gens originaires de cette région qui me disaient qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait des fonds qui ont été alloués à leur région. Et donc, ça inquiète énormément des ressortissants de cette région qu'on a eu au téléphone qui nous disent, mais effectivement, on n'est pas au courant de ces informations. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment une communication transparente publique, la transparence dans et puis l'implication également de ces populations locales qui sont concernées, au nom desquelles ces financements ou bien ces projets ont été montés et que ces projets ont obtenu... Mais qui finalement ne bénéficient pas de ces projets-là et des investissements alloués. Je voulais sur ce point-là rebondir un peu sur un des éléments de propos de Makaïla, qui est que l'exigence que ce produit-là, en ce financement-là, arrive véritablement aux populations. Bon, Makaïla exprime un certain nombre de doutes à cet égard. Sont ces doutes en tant que citoyen tchadien. Moi, j'observe tout de même que les organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou l'Union européenne et la BAD mettent en place, ne financent pas seulement comme ça en l'air. Je pense que compte tenu des expériences que ces organisations ont avec les États, on peut imaginer des procédures qui permettent justement de s'assurer que cela va bien aux populations déterminées. Je dis cela et je mets l'accent sur cela parce que rien ne serait plus terrible que de priver ces populations-là d'une possibilité financière, mais il faut apporter cette garantie-là et on peut en appeler à ces organisations pour qu'elles affinent un peu leurs procédures et justement qu'on s'assure, et ça c'est un discours d'ailleurs qui est tenu par ces organisations depuis la fin des années 70, début des années 80, mais jusqu'à maintenant, qui n'a pas donné de crédit vraiment, mais s'agissant maintenant de notre organisation financière africaine, la BAD, elle est africaine et elle devrait prendre la mesure de la chose. On peut appeler à ce que ça soit pris en compte, notamment dans ce financement. En tout cas, je maintiens que c'est un financement qui est une bonne nouvelle pour les Tchadiens. Ma crainte, c'est par rapport au contrôle et suivi de ces projets-là. Donc, c'est que vous avez évoqué de manière assez éloquente et encourageante comment la Banque mondiale, le FMI et la Banque africaine de développement garantissent effectivement la réalisation de ces... Sauf qu'au niveau local, au niveau national, au niveau... Là, je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est que nos États
connus corrupteurs et corrompus n'ont pas mis en place des dispositifs nécessaires de contrôle et de suivi. Makaïla, je suis d'accord avec toi. Nous partageons la même exigence vis-à-vis de nos autorités, y compris vis-à-vis de Bangui. Nous disons la même chose par rapport aux aides qui viennent de l'extérieur. Voilà. Et donc, moi, ma crainte, il faut qu'il y ait une agence totalement autonome et indépendante qui puisse quand même superviser la réalisation et l'impact, comme tu disais tout à l'heure, l'impact à ces populations. Et tant qu'il n'y a pas ces structures totalement indépendantes, autonomes, qui puissent quand même être l'interface entre les populations, les gestions et l'État, nous risquerons effectivement de jeter de l'argent par la fenêtre. Et donc c'est ça où on appelle la communauté internationale et les institutions internationales financières de faire en sorte qu'il y ait des garanties et de support de sécurité en cas d'investissement aussi lourd comme 30 milliards de francs CFA. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors, c'est pas n'importe quoi, effectivement, Makaïla Guebla, mais pour pouvoir réellement développer la région et faire en sorte qu'elle puisse faire face au bouleversement climatique, il faut plus de moyens. Et sur cette question des financements, il faut quand même remonter à 2015, comme lors de la COP21. Comment expliquer que les financements promis aux pays africains, de manière générale, ne soient toujours pas parvenus aux pays en question? Alors, moi j'observe d'abord sur cette question des financements que les financements dont nous sommes en train de parler sont toujours des financements qui viennent de l'extérieur de l'Afrique. Bien sûr, nous sommes membres de la communauté internationale, donc en même temps membres de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des institutions de Bretton Woods, et nous avons droit de demander notre part dans ces institutions-là. Mais si je dis cela, c'est pour dire que nous, Africains, notamment à l'Union africaine et avec nos différentes institutions, il y a très très peu qui est fait en ce sens-là, en termes de financement. Et d'ailleurs, c'est si vrai que nos organisations sont essentiellement financées à l'extérieur. Nous avons intérêt à faire un peu plus d'efforts, parce que c'est le sort de nous-mêmes, de nos enfants et de nos petits-enfants qui est en jeu. Et puis, le financement de dont nous venons de parler est largement insuffisant pour faire face. Largement insuffisant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, bien sûr qu'il appartient aux autorités tchadiennes de prendre la mesure de la chose, mais aussi en s'entourant des autres pays, parce qu'il y a des priorités à décider. Par rapport à ce financement-là, qui est partiel, il faut bien décider de ce qui est prioritaire et de ce qui peut avoir un effet d'entraînement sur le reste des mesures qui pourront être prises demain. En tout cas, j'appelle à cette réflexion-là, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, mais si elle a déjà eu lieu, il faut appeler à sa concrétisation. Peut-être un dernier mot, Makaïla Guebla. Justement, tu disais la COP21, Jean-François, la résolution de la COP21 de 2015, elles ont été très claires, ces résolutions. Elles permettent effectivement aux pays concernés ou bien bénéficiaires de pouvoir assainir l'environnement politique, assainir l'environnement aussi sociétal, etc. Or, certains États sont réputés peu respectueux effectivement de leurs engagements internationaux. Et c'est là où je salue le travail de la société civile, que ce soit du Gabon, en passant par la Centrafrique, le Tchad, le mouvement de la société civile abattent un travail remarquable à travers des communiqués de presse, des rapports qui ont peut-être, pour compléter ta question, peut-être permis aux organisations internationales d'être réticentes et de ne pas quand même financer. Vous savez, 6 ans après, c'est maintenant qu'on accorde 30 milliards de francs CFA à un pays comme le Tchad qui est effectivement confronté réellement aux difficultés écologiques, environnementales. Il est temps que les gens vraiment renforcent des dispositifs, que ce soit juridiques, environnementaux, pour permettre aux populations concernées, vulnérabilisées, de pouvoir bénéficier de ces financements. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Makaïla Guebla, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, blogueur. Jean-François Akanji-Kombe, un grand merci à vous aussi. Merci Zahra et bonne soirée à tous et à toutes. Merci Zahra. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. Bonsoir.